Commençons par le plus facile, quelques données structurelles de base. La part des dépenses de R&D dans le PIB. En Allemagne, elle frise les 3%, 2,98, bon, disons 3. En France, on est à peine au-dessus de 2. En Allemagne, les 2/3 de ces dépenses sont supportés par le secteur privé et le civil. Exactement l'inverse de la situation française. La R&D du secteur privé se concentre en Allemagne dans l'industrie, en France dans les services. Donc la question ne se pose pas de la même manière en termes de compétitivité. Les branches les plus innovantes en Allemagne sont les secteurs phares, automobile, électronique, construction mécanique, les grands classiques. Ce qui n'exclut pas les TIC, bien évidemment. La R&D est donc, premier constat, constitutive de la compétitivité globale de l'Allemagne. Deuxièmement, la R&D n'est pas le propre des grands groupes, contrairement à chez nous. Elle est au cœur de la stratégie de développement de toute entreprise et, avant tout, de toute PME. Au cœur de sa stratégie de compétitivité axée sur la demande du client, c'est-à-dire les pieds dans le réel, et orientée évidemment sur le long terme, sans oublier le monde, bien évidemment. La R&D, autrement dit, est partout en Allemagne. Enfin, l'Allemagne est le pays par excellence de l'innovation incrémentale, proche du ou dans le marché, alors que nous positionnons plus dans la recherche fondamentale et dans les grands sauts technologiques ou les innovations de rupture. En Allemagne, en plus, l'innovation est considérée comme un processus permanent, dynamique, et non pas comme des coups d'accélérateur qu'on donne par-ci, par-là. Entrons maintenant un peu plus avant dans le descriptif des politiques d'innovation allemandes. D'abord, elles sont au moins au nombre de 17. Il y a celle de la fédération, donc celle de la capitale de Berlin, et celle de chacun des 16 Länder, qui sont les États constitutifs de la RFA et qui sont autonomes en matière de politique économique. La politique d'innovation fait partie de la politique économique. Donc il y a une grande diversité. Ces politiques, puisqu'elles sont régionales, sauf pour les grands axes de technologie transversale, tiennent compte de la structure de l'économie locale et elles se trouvent en concurrence les unes avec les autres. C'est-à-dire que vous avez une diversité des solutions et approches livrées à concurrence qui crée au total une dynamique favorable. Toutes ces politiques relèvent d'une politique de l'offre. Les pouvoirs publics se contentent de mettre à disposition des acteurs de la recherche et des acteurs économiques des moyens budgétaires, mais beaucoup plus encore des biens immatériels comme des portails, des plateformes d'information, par exemple, et d'échange. Ce ne sont pas les politiques qui décident des secteurs ou axes de R&D à promouvoir ou à développer. Autrement dit, pour le dire de manière plus scientifique, les politiques d'innovation allemandes reposent sur une logique du bottom-up et non pas, comme en France, du top-down, c'est-à-dire où c'est un acteur central tout en haut qui décide de ce qui doit être fait tout en bas. Ces politiques s'appuient sur le tissu existant, c'est-à-dire qu'elles misent sur le potentiel propre des grappes ou pôles de compétitivité qui eux-mêmes sont nés au fil de l'histoire sur les grands carrefours de communication. Regardez une carte de l'Allemagne, regardez la fameuse banane bleue, vous allez voir où sont ces pôles de compétitivité. C'est là où se concentre l'activité. Et cela est né historiquement. Il ne s'agit pas d'une politique industrielle,
décidé en haut, ad hoc. Il s'agit d'un phénomène naturel. On peut retirer une conclusion pour la France. Si la France était décloisonnée un peu plus, il pourrait se constituer plus facilement des grappes et des pôles de compétitivité tout à fait naturels. Poussons maintenant la compréhension du mode de fonctionnement de l'innovation en Allemagne. La R&D et l'innovation sont toujours des processus collectifs. Le schéma national d'innovation allemand, pour prendre un terme savant, est une mécanique dynamique de réseau, de partenariat, et cette dynamique est en perpétuelle évolution. Il n'y a pas de cloisonnement. Les entreprises, les universités, les centres de recherche extra-universitaires, vous savez, comme les grands instituts Max Planck qui font de la recherche fondamentale, ou alors les instituts Fraunhofer, tout le réseau des instituts Fraunhofer qui fait de la recherche appliquée, travaillent tous en partenariat. Il n'y a donc pas deux mondes parallèles. Ils sont imbriqués. Les ministères, eux, se contentent de fixer des conditions cadres porteuses. Donc, pour le dire autrement, un level playing field, comme on dit en français économiste, un tel field respectueux de l'autonomie des acteurs. Les chambres de métiers, les CCI offrent des formations. Elles contribuent à mettre en relation les partenaires potentiels. Elles entretiennent plus généralement l'échange des savoirs et la transparence de l'information. Il en va bien évidemment de même des innombrables fédérations professionnelles. L'entreprise allemande n'est pas seule, jamais. Ce mode de fonctionnement qui repose sur l'initiative des acteurs de terrain ne peut bien entendu pas fonctionner correctement sans un système de qualification qui est axé depuis toujours sur la capacité de chaque individu à s'adapter en permanence ou à anticiper en permanence les évolutions des technologies, de la demande du client ou tout simplement du monde entier. Passons pour terminer au plus difficile à comprendre pour un Français. Souvent, en France, et nous l'avons vu jusqu'ici, c'était très intéressant à observer, nous nous contentons d'aborder l'innovation sous l'angle de la seule R&D, ou alors de l'innovation technologique, de préférence numérique aujourd'hui, ou alors sous l'angle philosophique. Les Allemands, de leur côté, pragmatiques, au cours des 20 dernières années, ont développé une approche holistique, c'est-à-dire globale, de l'innovation, qui commence lentement à émerger chez nous aussi quand on se souvient de Schumpeter, par exemple. Tout doucement, on voit des frémissements. Il y a une définition qu'a donnée en 2008 un think tank, la Commission d'experts recherche et innovation, qui est entre autres chargée d'évaluer les politiques publiques et de faire des préconisations à destination des pouvoirs publics, et je vous la cite. L'innovation désigne les nouveautés techniques, organisationnelles, sociales ou autres dont la mise en œuvre est tentée ou couronnée de succès. Il s'agit d'un ensemble global de processus dynamiques, souvent résumés sous le terme de destruction créatrice. Donc en fait, l'innovation, c'est tout ce qui bouge, pour le dire de manière extrêmement prosaïque. Mais il y a une autre citation, beaucoup plus précieuse encore, et elle remonte à 2004. Et elle émane d'un grand syndicaliste allemand, Heinz Potsdamer, qui a été, à l'époque, membre du bureau exécutif de la Confédération syndicale DGB. Il a dit « Seuls les hommes, avec un grand H, donc ça nous inclut aussi nous les femmes, seuls les hommes sont innovants, la technologie n'est pas innovante. Elle est tout au plus le fruit de l'innovation. » Voilà, pour résumer l'approche allemande. L'innovation ne peut pas être le fait du politique. L'innovation est l'affaire de tout un chacun. Le rôle du politique se limite à créer un environnement porteur et
à faire en sorte que la société reste apprenante et puisse saisir le changement comme une chance et non pas une menace. Alors que pourrions-nous en tirer comme enseignement pour la France? Apprenons tout d'abord peut-être à faire confiance au marché et aux acteurs économiques. Méfions-nous du piège qui menant à une fausse allocation des moyens et des efforts et qui réside dans l'asymétrie de l'information inhérente à toute politique du top-down. Seuls les acteurs de terrain peuvent maîtriser les défis à relever dans leur branche ou secteur. À destination des pouvoirs publics toujours, donnons-nous les moyens d'une politique d'innovation efficiente. Non pas en augmentant les dépenses, il y en a bien assez, mais en les affectant plus intelligemment, de manière à pérenniser, par exemple, les institutions, les réseaux, les partenariats qui portent leurs fruits ou sont susceptibles d'avoir un tel potentiel. Et tant pis s'il y a des échecs. Cela fait partie de la vie. Cela implique, il est vrai, une petite révolution. Il faudrait accepter la notion de sélection et non pas de subventionnement uniforme. À destination du monde de l'éducation et de la recherche, rompons avec cette culture administrative des statuts qui interdit toute créativité. Si on ne fait pas partie de ce camp, que n'a pas cette estampille, on ne peut pas faire ce qu'a le droit de faire quelqu'un d'autre. Pourquoi pas créer des transversalités? Il faut ouvrir ces frontières-là. Souvenons-nous aussi que le diplôme, auquel nous croyons tant, n'est que façade. Et que ce qui importe dans le fond, c'est le savoir-être, le savoir identifier, le savoir anticiper les changements. Après tout, cela est vieux et ancré dans la culture française. Rappelons-nous seulement cette petite phrase « Mieux vaut tête bien faite que bien pleine ». J'ai fini tout de suite. À destination des entreprises, apprenons à travailler ensemble, même avec le concurrent direct. À destination de la société tout entière, rompons avec le credo « savoir égale pouvoir ». McKinsey avait eu une merveilleuse petite formule, le savoir s'apprécie quand on le partage. C'est quand l'information circule qu'il devient savoir et qu'il peut déboucher sur l'innovation. Enfin, et pour terminer, osons passer d'une culture de la défiance à une culture de la confiance qui repose sur le respect de l'être humain. L'innovation est une dynamique sociétale, c'est une culture. Nous ne pourrons pas, bien sûr, ce serait absurde, transposer en France la culture allemande, c'est une idiotie. Mais ce que nous pouvons faire, c'est nous souvenir du fondamental, à savoir de la valeur accordée aux facteurs humains. Merci.